Bonsoir. Nous allons lire ce soir 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne, bouquin qui se situe en termes de publication, on est exactement entre Le Voyage au centre de la Terre et Le Tour du monde en 80 jours, puisque Voyage au centre de la Terre c'est publié en 1864, quant au Tour du monde en 80 jours c'est 1872, et 20 000 lieues sous les mers, c'est 1869 pour la première partie, 1870 pour la deuxième. Tous ces romans-là, ils font partie donc de cette série Voyage extraordinaire de Jules Verne. Cette série-là, en fait, on pourrait la lire, je pense, pendant des années, parce qu'il y a tellement de romans, c'est juste incroyable, quoi. Il y en a, je sais pas combien de ces romans, donc c'est fou. Première partie de 20 000 lieues sous les mers, chapitre 1, un écueil fuyant. L'année 1866 fut marquée par un événement bizarre. Un phénomène inexpliqué et inexplicable que personne n'a sans doute oublié. Sans parler des rumeurs qui agitaient les populations des ports et surexcitaient l'esprit public à l'intérieur des continents, les gens de mer furent particulièrement émus. Les négociants, armateurs, capitaines de navires, skippers et masters de l'Europe et de l'Amérique, officiers des marines militaires de tout pays, et après eux les gouvernements des divers États des deux continents, se préoccupèrent de ce fait au plus haut point. En effet, depuis quelque temps, plusieurs navires s'étaient rencontrés sur mer avec une chose énorme, un objet long, fusiforme, parfois phosphorescent, infiniment plus vaste et plus rapide qu'une baleine. Les faits relatifs à cette apparition, consignés aux divers livres de bord, s'accordaient assez exactement sur la structure de l'objet ou de l'être en question. La vitesse inouïe de ses mouvements, la puissance surprenante de sa locomotion, la vie particulière dont il semblait doué. Si c'était un cétacé, il surpassait en volume tous ceux que la science avait classés jusqu'alors. Ni Cuvier, ni Lacépède, ni Monsieur Duménil, ni Monsieur de Quatrefages n'eussent admis l'existence d'un tel monstre, à moins de l'avoir vu, ce qui s'appelle vu de leurs propres yeux de savants. À prendre la moyenne des observations faites à diverses reprises, en rejetant les évaluations timides qui assignaient à cet objet une longueur de 200 pieds et en repoussant les opinions exagérées qui le disaient large d'1 000 et long de 3. On pouvait affirmer cependant que cet être phénoménal dépassait de beaucoup toutes les dimensions admises jusqu'à ce jour par les ichthyologistes, s'il existait toutefois. C'est vrai. Pour le moment, on ne sait pas ce que c'est. Par contre, l'autre chose qu'on ne sait pas ce que c'est ichthyologiste. Ça, c'est un beau mot, ça. Étude des poissons. Alors peut-être que c'est c'est ichthyologie, peut-être, en fait. Des termes grecs ichthus, poisson, et logos, discours. Et la branche des sciences naturelles qui étudie les poissons. Or, il existait... Le fait en lui-même n'était plus niable, et avec ce penchant qui pousse au merveilleux la cervelle humaine, on comprendra l'émotion produite dans le monde entier par cette surnaturelle apparition. Quant à la rejeter au rang des fables, il fallait y renoncer. En effet, le 20 juillet 1866, le steamer Governor Higginson de Calcutta and the Bournack Steam Navigation Company avait rencontré cette masse mouvante à 5 milles dans l'est des côtes de l'Australie. Le capitaine Baker se crut tout d'abord en présence d'un écueil inconnu. Il se disposait même à en déterminer la situation exacte quand 2 colonnes d'eau, projetées par l'inexplicable objet, s'élancèrent en sifflant à 150 pieds dans l'air. Donc, à moins que cet écueil ne fût soumis aux expansions intermittentes d'un geyser, le gouverneur Higginson avait affaire bel et bien à quelques mammifères aquatiques inconnus jusque-là qui rejetaient par ces évents des colonnes d'eau mélangées d'air et de vapeur. Pareil fait fut également observé le 23 juillet de la même année, dans les mers du Pacifique par le Cristobal Colon de West India and Pacific Steam Navigation Company,
Donc, ce cétacé extraordinaire pouvait se transporter d'un endroit à un autre avec une vélocité surprenante, puisqu'à 3 jours d'intervalle, le gouverneur Higginson et le Cristobal Colon l'avaient observé en 2 points de la carte, séparés par une distance de plus de 700 lieues marines. Une lieue est équivalent à peu près à 5 km, donc on récapitule. 1 mille nautiques, c'est 2 km. Un lieu, c'est à peu près 5 km. Plus de 700 lieues, donc ça fait 700 lieues, les amis. 700 lieues, ça fait plus de 3379 km. Ouais, c'est beaucoup. Ouais, c'est beaucoup, on va pas se mentir. 15 jours plus tard, à 2000 lieues de la l'Helvetia de la Compagnie nationale et le Shannon du Royal Mail, marchant à contrebord dans cette portion de l'Atlantique, comprise entre les États-Unis et l'Europe, se signalèrent respectivement le monstre par 42 degrés et 42 degrés 15 minutes de latitude nord et 60 degrés 35 minutes de longitude à l'ouest du méridien de Greenwich. Ok, dans cette observation simultanée, on crut pouvoir évaluer la longueur minimum du mammifère à plus de 350 pieds anglais, environ 106 mètres. Le pied anglais n'est que de 30,40 cm. Bon, c'est un beau pied quand même. C'est quand même un pied sympa. On crut pouvoir évaluer la longueur minimum du mammifère à plus de 350 pieds anglais. Puisque le Shannon et l'Helvetia étaient de dimension inférieure à lui, bien qu'ils mesurassent 100 mètres de l'étrave à l'étambot. Alors l'étrave, je pense que vous voyez un petit peu plus ce que c'est, donc c'est l'avant du bateau, et l'étambot, alors ça je suis pas sûr de l'avoir déjà entendu. L'étambot, c'est ça. Est-ce que c'est ça exactement? Pièce massive formant la limite arrière de la carène d'un navire et qui supporte le gouvernail. Or, les plus vastes baleines, celles qui fréquentent les parages des îles Aléoutiennes, le Kulamac et l'Umgulek, n'ont jamais dépassé la longueur de 56 mètres. Si même elles l'atteignent. Île Aléoutienne, Aléoutienne, arc volcanique en Alaska. Ça doit être très joli ça. Ouh là 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 là, les amis. Alors avec Jules Verne on voyage. Hein. Alors là, c'est vrai qu'avec Jules Verne on voyage, on va pas se mentir là-dessus. C'est ces îles-là. D'accord. Les îles Aléoutiennes. Le Kulamac et l'Umgulek. Ah, donc c'est toutes ces îles en fait. On est sur des îles donc qui bordent l'Alaska. Ces rapports arrivaient coup sur coup de nouvelles observations faites à bord du transatlantique le Pereire, un abordage entre l'Etna de la ligne Inman et le Monstre, un procès-verbal dressé par les officiers de la frégate française la Normandie, un très sérieux relèvement obtenu par l'état-major du Commodore Fitzjames à bord du Lord Clyde émurent profondément l'opinion publique. Dans les pays d'humeur légère, on plaisanta le phénomène. Mais les pays graves et pratiques, l'Angleterre, l'Amérique, l'Allemagne, s'en préoccupèrent vivement. Partout dans les grands centres, le monstre devint à la mode. On le chanta dans les cafés, on le bafoua dans les journaux, on le joua sur les théâtres. Les canards eurent là une belle occasion de pondre des œufs de toutes couleurs. On vit réapparaître dans les journaux, à court de copies, tous les êtres imaginaires et gigantesques, depuis la baleine blanche, le terrible Moby Dick, qu'on va peut-être lire aussi sur cette chaîne, des régions hyperboréennes, jusqu'au kraken démesuré, dont les tentacules peuvent enlacer un bâtiment de 500 tonneaux et l'entraîner dans les abîmes de l'océan. On s'en souvient, Pirates des Caraïbes, tout ça, David Jones, etc. On reproduisit même les procès-verbaux des temps anciens, les opinions d'Aristote et de Pline qui admettaient l'existence de ces monstres, puis les récits norvégiens de l'évêque Pontoppidan, les relations de Paul Hegede et enfin les rapports de M. Harrington, dont la bonne foi ne peut être soupçonnée quand il affirme avoir vu, étant à bord du Castillane en 1857, cet énorme serpent qui n'avait jamais fréquenté jusqu'alors que les mers de l'ancien constitutionnel. Alors, éclata l'interminable polémique des crédules et des incrédules dans les sociétés savantes et les journaux scientifiques.
Bah oui. La question du monstre enflamma les esprits. Les journalistes qui font profession de science en lutte avec ceux qui font profession d'esprit versèrent des flots d'encre pendant cette mémorable campagne. Quelques-uns même, 2 ou 3 gouttes de sang, car du serpent de mer, ils en vinrent aux personnalités les plus offensantes. 6 mois durant, la guerre se poursuivit avec des chances diverses. Aux articles de fond de l'Institut géographique du Brésil, de l'Académie royale des sciences de Berlin, de l'Association britannique, de l'Institution Smithsonienne de Washington, aux discussions du The Indian Archipelago, du Cosmos de l'abbé Moignot, des Mitteilungen de Petermann, aux chroniques scientifiques des grands journaux de la France et de l'étranger, la petite presse ripostait avec une verve intarissable. Ces spirituels écrivains, parodiant un mot de Linné, cité par les adversaires du monstre, soutinrent en effet que la nature ne faisait pas de sot. Et ils adjurèrent leurs contemporains de ne point donner un démenti à la nature, en admettant l'existence des krakens, des serpents de mer, des Moby-Dick et autres élucubrations de marins en délire. Enfin, dans un article d'un journal satirique très redouté, le plus aimé de ses rédacteurs, brochant sur le tout, poussa au monstre, comme Hippolyte, lui porta un dernier coup et l'acheva au milieu d'un éclat de rire universel. L'esprit avait vaincu la science. Pendant les premiers mois de l'année 1867, la question parut être enterrée et elle ne semblait pas devoir renaître quand de nouveaux faits furent portés à la connaissance du public. Il ne s'agit plus alors d'un problème scientifique à résoudre, mais bien d'un danger réel, sérieux à éviter. La question prit une toute autre face. Le monstre redevint îlot, rocher, écueil, mais écueil fuyant, indéterminable, insaisissable. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas regardé le terme écueil, mais c'est vrai que si on en parle, en plus c'est le titre de notre chapitre, on va peut-être rechercher rocher, banc de sable à fleur d'eau contre lequel un navire risque de se briser ou de s'échouer. Le 5 mars 1867, le Moravian de Montréal Ocean Company, se trouvant pendant la nuit par 27 degrés 30 minutes de latitude et 72 degrés 15 minutes de longitude, heurta de sa hanche de tribord un roc qu'aucune carte ne marquait dans ces parages. Sous l'effort combiné du vent et de ses 400 chevaux vapeur, il marchait à la vitesse de 13 nœuds. Nul doute que, sans la qualité supérieure de sa coque, le Moravian, ouvert au choc, ne se fût englouti avec les 237 passagers qu'il ramenait du Canada. L'accident était arrivé vers 5 heures du matin, lorsque le jour commençait à poindre. Les officiers de quart se précipitèrent à l'arrière du bâtiment. Ils examinèrent l'océan avec la plus scrupuleuse attention. Ils ne virent rien, si ce n'est un fort remous qui brisait à 3 encablures, comme si les nappes liquides eussent été violemment battues. Le relèvement du lieu fut exactement pris et le Moravian continua sa route sans avarie apparente. Avait-il heurté une roche sous-marine ou quelque énorme épave d'un naufrage? On ne put le savoir, mais, examen fait de sa carène dans les bassins de Radoux, il fut reconnu qu'une partie de la quille avait été brisée. Donc la carène, la quille, etc., c'est quand même important vu qu'on est quand même sur un roman qui va parler d'eau pendant à peu près 500 pages. On va quand même essayer d'aller regarder et puis savoir de quoi on parle. Partie immergée de la coque, donc on est au niveau de l'eau, quoi. Donc ça, c'est la carène. Et la quille d'un bateau, c'est pas tout à fait la même chose qu'une quille au bowling, désigne la partie la plus basse d'un bateau. Donc c'est ce qui permet en fait que le bateau, quand tu lui donnes une direction, bah, il chavire pas direct. C'est ce qui donne la force entre le vent qui heurte les voiles et la quille qui vient s'appuyer contre l'eau, finalement. Et c'est ça qui fait que le bateau avance. C'est beau. Les bassins de Radoux, par contre, alors ça, qu'est-ce que c'est? Donc c'est ça, un bassin de Radoux? Incroyable! Une forme de radoux est un bassin qui permet l'accueil de navires et leur mise à sec pour leur entretien, leur carénage.
la série d'opérations de révision périodique de la coque d'un navire en vue de lui redonner ses qualités nautiques, ainsi que dans le cas d'une coque métallique de limiter la corrosion. Donc ils ont foutu le bateau en question, le Moravian, ils ont fait l'examen de sa carène donc dans les bassins de Radoux, et il fut reconnu qu'une partie de la quille avait été brisée. Alors c'est quand même un peu bizarre qu'il ne l'ait pas remarqué dans l'eau, parce que ça, normalement, ça se sent assez rapidement, parce que le bateau, il va plus droit. Il va vraiment plus droit du tout, si la quille est brisée, quoi. Ce fait, extrêmement grave en lui-même, eût peut-être été oublié comme tant d'autres, si 3 semaines après, il ne se fût reproduit dans des conditions identiques. Seulement, grâce à la nationalité du navire victime de ce nouvel abordage, grâce à la réputation de la compagnie à laquelle ce navire appartenait, l'événement eut un retentissement immense. Personne n'ignore le nom du célèbre armateur anglais Cunard. Et non pas connard, non, Cunard. Cet intelligent industriel fonda en 1840 un service postal entre Liverpool et Halifax avec 3 navires en bois et à roues d'une force de 400 chevaux et d'une jauge de 1162 tonneaux. 8 ans après, le matériel de la compagnie s'accroissait de 4 navires de 650 chevaux et de 1820 tonnes, et 2 ans plus tard, de 2 autres bâtiments supérieurs en puissance et en tonnage. En 1853, la compagnie Cunard, dont le privilège pour le transport des dépêches venait d'être renouvelé, ajouta successivement à son matériel l'Arabia, le Persia, le China, le Scotia, le Java, le Russia, beaucoup de trucs en A, tous navires de la première marche et les plus vastes qui après le Great Eastern eussent jamais sillonné les mers. Ainsi donc, en 1867, la compagnie possédait 12 navires, dont 8 à roues et 4 à hélices. Donc à roues, c'est donc ces bateaux, des bateaux comme ceci. Hein. Si je donne ces détails très succincts, c'est afin que chacun sache bien quelle est l'importance de cette compagnie de transport maritime, connue du monde entier pour son intelligente gestion. Nulle entreprise de navigation transocéanienne n'a été conduite avec plus d'habileté. Nulle affaire n'a été couronnée de plus de succès. Depuis 26 ans, les navires Cunard ont traversé 2000 fois l'Atlantique et jamais un voyage n'a été manqué, jamais un retard n'a eu lieu, jamais ni une lettre, ni un homme, ni un bâtiment n'ont été perdus. Aussi, les passagers choisissent-ils encore, malgré la concurrence puissante que lui fait la France, la ligne Cunard de préférence à tout autre, ainsi qu'il appert d'un relevé fait sur les documents officiels des dernières années. Ainsi qu'il appert. Alors, ainsi qu'il apparaît, peut-être, mais appert. Il ressort avec évidence que apparoir. Donc c'est ce qui a donné apparaître, donc c'est l'ancien, c'est complètement l'ancien apparaître en fait. Donc ainsi qu'il apparaît d'un relevé fait sur les documents officiels des dernières années. Ceci dit, personne ne s'étonnera du retentissement que provoqua l'accident arrivé à l'un de ses plus beaux steamers. Quand même. Le 13 avril 1867, la mer étant belle, la brise maniable, le Scotia se trouvait par 15 degrés 12 minutes de longitude et 45 degrés 37 minutes de latitude. Donc en fait, on a la longitude qui est par rapport au méridien de Greenwich, et ensuite tu calcules les degrés comme ça, par l'angle d'ouverture, tout ça. Et après, tu as latitude qui lui se fait par rapport à l'équateur. Et en fait, ce qui définit est-ouest, c'est donc si tu te situes à l'ouest du méridien ou à l'est du méridien. Donc on se situe à peu près ici. Latitude, c'est l'équateur. Tropique du Cancer, etc. Latitude, ok. Je confondrais à chaque fois, je pense. Longitude, c'est le méridien de Greenwich. Longitude, Londres. Voilà, peut-être c'est ça. Longitude, Londres, méridien de Greenwich, donc c'est dans ce sens. Il marchait avec une vitesse de 13 nœuds 43 centièmes sous la poussée de ses 1000 chevaux vapeur. Ses roues battaient la mer avec une régularité parfaite. Son tirant d'eau était alors de 6 mètres 70 centimètres et son déplacement de 6624 mètres cubes. Combien de temps la baignoire se videra-t-elle ?
Vous avez 4 heures. Son tirant d'eau, c'est la hauteur de la partie immergée du bateau. À 4h17 du soir, pendant le lunch des passagers réunis dans le grand salon, un choc peu sensible, en somme, se produisit sur la coque du Scotia, par sa hanche et un peu en arrière de la roue de bâbord. Bâbord gauche. Bâbord, il y a un A, donc c'est gauche. Tribord, il y a un I, donc c'est droite. Le Scotia n'avait pas heurté, il avait été heurté. Et plutôt par un instrument tranchant ou perforant que contondant. Inquiétant. L'abordage avait semblé si léger que personne ne s'en fut inquiété à bord, sans le cri des caliers qui remontèrent sur le pont en s'écriant « Nous coulons! Nous coulons !» Tout d'abord, les passagers furent très effrayés, mais le capitaine Anderson se hâta de les rassurer. En effet, le danger ne pouvait être imminent. Le Scotia, divisé en 7 compartiments par des cloisons étanches, devait braver impunément une voie d'eau. Les caliers, ouvriers spécialement attachés aux travaux de la cale. Ok, tout simplement. Le capitaine Anderson se rendit immédiatement dans la cale. Il reconnut que le 5e compartiment avait été envahi par la mer et la rapidité de l'envahissement prouvait que la voie d'eau était considérable. Fort heureusement, ce compartiment ne renfermait pas les chaudières car les feux se fussent subitement éteints. Et là c'est la mort. Hein. Le capitaine Anderson fit stopper immédiatement et l'un des matelots plongea pour reconnaître l'avarie. Quelques instants après, on constatait l'existence d'un trou large de 2 mètres dans la carène du steamer. Une telle voie d'eau ne pouvait être aveuglée, et le Scotia, ses roues à demi noyées, dut continuer ainsi son voyage. Il se trouvait alors 300 milles du Cap Clear, à 300 milles du Cap Clear, et après 3 jours d'un retard qui inquiéta vivement Liverpool, il entra dans les bassins de la compagnie. Ok. Plus de peur que de mal. 300 milles, donc à peu près 500 km. Les ingénieurs procédèrent alors à la visite du Scotia, qui fut mis en cale sèche. Ils ne purent en croire leurs yeux. À 2,5 mètres au-dessous de la flottaison, s'ouvrait une déchirure régulière en forme de triangle isocèle. La cassure de la tôle était d'une netteté parfaite, et elle n'eût pas été frappée plus sûrement à l'emporte-pièce. Il fallait donc que l'outil perforant qu'il avait produite fût d'une trempe peu commune, et après avoir été lancé avec une force prodigieuse, ayant ainsi percé une tôle de 4 cm, une tôle de 4 cm, il avait dû se retirer de lui-même par un mouvement rétrograde et vraiment inexplicable. Tel était ce dernier fait, qui eut pour résultat de passionner à nouveau l'opinion publique. Depuis ce moment, en effet, les sinistres maritimes qui n'avaient pas de cause déterminée furent mis sur le compte du monstre. Ce fantastique animal endossa la responsabilité de tous ces naufrages, dont le nombre est malheureusement considérable, car sur 3000 navires dont la perte est annuellement relevée au bureau Veritas, le chiffre des navires à vapeur ou à voile, supposés perdus, corps et biens par suite d'absence de nouvelles, ne s'élève pas à moins de 200. Or, ce fut le monstre qui, justement ou injustement, fut accusé de leur disparition, et grâce à lui, les communications entre les divers continents devenant de plus en plus dangereuses, le public se déclara et demanda catégoriquement que les mers fussent enfin débarrassées, et à tout prix, de ce formidable cétacé. Allez, on souffle. On souffle, on a fait le premier chapitre. Arsène Lupin, c'était quand même plus, c'était quand même reposant un peu là. Ah ouais, qu'est-ce que c'est éprouvant, mais qu'est-ce que ça donne envie de s'y plonger encore plus là.